Notre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. La politique agricole commune dans les Outre-mer, un levier de la transition alimentaire agroécologique, thème de colloque qui s'est tenu à l'Académie d'agriculture de France à Paris. La situation agricole dans les DOM a été largement abordée sous différents angles. Intervention remarquée d'un agriculteur de Guadeloupe, François Souprayen, sur l'inscription d'une agriculture bioéconomique et agroécologique dans une chaîne de valeur. Il a évoqué ses difficultés personnelles pendant de longues années et de parler de réussite aujourd'hui. Autre intervention, celle de Nicaise Monrose, conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sur quelle stratégie de transformation pour l'agriculture martiniquaise, tout en soulignant les blocages au niveau de l'État et de Bruxelles. Hexagone, actualité. Bonjour à tous, merci en tout cas de m'accueillir dans cet hémicycle. Juste vous présenter rapidement, Franck Souprayen, je suis fils d'agriculteur, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur. Je suis généticien de formation, et suite donc à la cessation d'activité de mon père, j'ai pris le pari de reprendre l'exploitation, donc en 2007. Et mon père, lui, faisait de la banane export. Donc, on est propriétaire de 5 hectares et moi, je suis aujourd'hui installé sur 8 hectares. Donc, de 2007 à 2013, fin 2013, j'étais sur des approches conventionnelles. J'ai choisi donc un cœur de métier à l'époque, je travaillais sur de l'ananas. Et j'ai intégré donc en 2009 de la banane plantain. Et en fin 2013, j'ai eu 2 chocs économiques, c'est-à-dire le marché ne permettait plus d'absorber en tout cas les volumes d'ananas que je produisais, aussi bien et également la banane plantain. Et c'est ce choc-là qui a déclenché chez moi toute la stratégie que j'ai mise en place. Parce que pour moi, les systèmes avaient trouvé leurs limites et il fallait que je puisse donc réfléchir à d'autres alternatives. Et donc, en 2014, j'ai commencé donc ma transition agroécologique. Donc, partant de là, j'ai commencé donc à chercher aux alentours, en faisant du réseautage, quels étaient les agriculteurs qui étaient déjà dans le dispositif. J'ai intégré donc pas mal de dispositifs, pas mal d'associations. J'ai intégré l'APK. Et par là même aussi, on était dans la mouvance des GI2E suite à la loi d'avenir. Et on a créé une petite association qui s'appelait à l'époque Tropical Fleur Guadeloupe, où on a été le premier GI2E agréé au sein des DOM. Donc, j'ai assuré en tout cas l'animation de ce GIE-là. On l'a fait fonctionner et puis bon, pour des problèmes de gouvernance, ça a pas tenu, mais en tout cas, on a eu quand même l'audace de pouvoir être les premiers sur ce dispositif. Et puis moi, j'ai continué à faire donc mon chemin avec beaucoup de difficultés parce que jusqu'à ce jour, sur des approches agroécologiques, on a très peu en tout cas de financement, très peu d'accompagnement. Et j'ai eu le soutien, en tout cas, je remercie en tout cas Henri Osier-Lafontaine qui est présent dans cette salle parce qu'il a été d'un grand soutien. Et c'est grâce à lui aujourd'hui si je suis arrivé là où je suis, parce qu'il m'a toujours soutenu en tout cas dans mes démarches. C'est la seule, d'ailleurs c'est la seule institution en tout cas qui en tout cas nous est venue en aide. Donc,
Le parcours a été assez difficile, hein. Entre-temps, il a fallu se former soi-même. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de déplacements au sein des collègues caribéens pour me former. Donc, j'ai été donc, notamment en Colombie, à Cuba. J'ai quasiment sillonné un peu toute la Caraïbe pour voir à peu près donc, comment eux, ils avaient mis en place des dispositifs pour activer les jalons autour de ces approches agroécologiques. Et aussi, donc, ça m'a permis, moi, de pouvoir me former et d'arriver aux résultats auxquels on arrive. Donc, voilà, on a commencé à avoir des résultats positifs dès 2017. Donc, il y a eu quand même 3 ans de transition du matériel végétal avant de sortir des résultats qui ressemblaient à quelque chose. Et j'ai décidé en tout cas d'opter pour pouvoir avoir une différenciation des produits parce qu'on n'avait pas de label agroécologique, ça n'existait pas. D'opter c'était l'apparition des labels HVE. Donc, j'ai eu ma certification HVE 3 dès 2018 et on a vraiment commencé à comprendre les mécaniques à partir de 2019 où on a commencé à sortir des résultats qui ressemblait en tout cas à quelque chose où le delta entre le conventionnel et l'agroécologie, on arrivait à gommer un peu les écarts et à être vraiment donc en pleine possession, en tout cas de la productivité en 2022. Entre-temps, ce qui a noté, c'est que de 2014-15 jusqu'à 2022, je me suis payé mon premier salaire qu'en fin 2021. Durant toute la période de transition, d'évaluation et de suivi, nous avons très peu de subventions, très peu en tout cas d'éléments nous permettant de supporter le coût de cette transition. Le chiffre d'affaires de l'exploitation a été divisé par 4 et c'est, pour moi aujourd'hui, la transition, c'est 6 ans. Et je commence aujourd'hui à reprendre du poil de la bête en ayant énormément d'embûches parce qu'il a fallu en tout cas que je cherche une autre activité parce que l'exploitation ne me permettait plus de subvenir aux besoins de ma famille. Donc, il a fallu que je cherche d'autres éléments. Et tous les éléments qui étaient à notre disposition, notamment les aides étatiques autour des MAEC, ne collaient pas en tout cas à la méthodologie que nous mettons en place parce que nous sommes sur des petits espaces, des petits territoires, sur des approches systémiques et aucun logiciel, en fin de compte, n'arrive à comprendre les mécaniques des cultures associées. Donc, certes, même l'État aujourd'hui, on s'est retrouvé en tout cas sans éléments pour pouvoir nous aider à comprendre ce qu'était, enfin, à supporter en tout cas le coût de cette transition agroécologique. Ça a été un vrai désastre. Et moi, en fin de compte, c'est parce que j'ai inclus en tout cas la méthodologie dans mon savoir-faire, je l'ai inculqué, je me suis approprié cette méthodologie. Et en ayant le soutien donc de structures comme l'INRAE et des collègues, hein, parce qu'on a constitué un vrai réseau aussi local qui nous a permis aujourd'hui de tenir et de sortir des résultats. Au siège de l'Académie d'agriculture de France, au colloque s'est tenu cet après-midi avec pour thème faire de la PAC, la politique agricole commune dans les Outre-mer, un levier de la transition alimentaire et agroécologique. Alors, Harry Osier-Lafontaine, vous avez participé à ce colloque. Que peut-on retenir de cet après-midi ici? Oui, je pense que cet après-midi, il y a eu des interventions qui ont permis de montrer donc la réflexion qui est en cours depuis 2016, hein, donc sur la question des politiques publiques, de leur orientation, d'une orientation plus équilibrée à destination des départements d'outre-mer pour permettre une transition agroécologique et alimentaire de nos agricultures. Voilà, donc c'est cette question-là qui était au cœur des débats cet après-midi et nous avons eu des interventions diverses, hein, donc une introduction faite par monsieur Jean-Pierre Bastier qui a planté le décor, hein, en montrant un petit peu donc la situation, le contexte des Antilles, notamment vis-à-vis de la dépendance alimentaire, la situation de l'agriculture, son déclin et tout le reste. Des témoignages, donc de la recherche
que j'ai pu présenter, qui montrent que la recherche a pris son parti, qu'elle s'intéresse justement à cette question et qu'elle s'outille pour accompagner cette transition. Témoignage d'un agriculteur qui était magnifique, qui a montré effectivement les difficultés qu'il a pu rencontrer pour s'engager sur le chemin de la transition agroécologique, 6 ans, et que si on n'est pas aidé, ça peut en dérouter plus d'un. Donc cette transition écologique demande des moyens financiers. Oui, c'est-à-dire que toute transition demande à être accompagnée, à être outillée. Et c'était justement le témoignage aussi du représentant de l'exécutif martiniquais, M. Nicolas Monrose, qui montre que on est dans un modèle qui ne permet pas d'accompagner efficacement cette transition. Et donc, c'était la conclusion de M. Michel Rieux, de montrer qu'il faut proposer peut-être un nouveau modèle plus équilibré. Et je pense qu'il y a des inerties lourdes qui pèsent, mais il faut penser pays, développement des territoires et peut-être pas développement de petites catégories, de petites... C'est une question sur ce déséquilibre entre le secteur de la banane, la canne, avec tout ce dont on parle de diversification. Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que toutes les agricultures sont importantes sur un territoire. La canne et la banane ont toute leur place dans nos agricultures. Ça, on ne remet pas ça en question, surtout qu'elles ont entamé leur transition agroécologique. Ce qui se passe, c'est que le dispositif d'aide n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'il est resté donc complètement centralisé sur la canne et la banane et ne fait pas ce qu'il faut pour que justement l'agriculture de diversification, l'intérêt pour la jeunesse, l'accompagnement soit pris en charge correctement pour permettre un développement de ce secteur. Nous sommes évidemment cet après-midi au niveau du CIE de l'Académie Agriculture de France, je vous le disais, au colloque qui s'est tenu cet après-midi sur la situation, on va dire, alimentaire agricole des départements d'outre-mer. Avec moi, Nicaise Monrose, le conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, qui est intervenu avec un thème, quelle stratégie de transformation pour l'agriculture martiniquaise. Comment peut-on retenir sur ce thème, M. Monrose? Il nous faut transformer. Il nous faut évoluer et il nous faut changer pas mal de choses pour qu'on ait de meilleurs résultats. Et il faut avoir vraiment non seulement le courage, mais la volonté de le faire et la volonté de le faire, la CTM là. Et l'accompagnement de cette volonté doit se faire par une réadaptation, une réorientation de la politique agricole, c'est-à-dire des moyens mis à la disposition de l'agriculture pour son développement. Et cette politique agricole se décide, puisque nous sommes en zone européenne, n'est-ce pas? Donc se décide à Bruxelles avec l'entremise de l'État membre qui est l'État français. Donc il faut que ce que nous disons soit entendu ici à Paris et que soit entendu à Bruxelles. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une réorientation de toute l'organisation qui accompagne l'agriculture pour mieux produire pour le marché local et aussi pour mieux intégrer le plus grand nombre d'exploitants. Actuellement, nous avons une politique agricole qui ne produit pas pour le marché local et qui limite son impact sur un nombre très réduit d'exploitants agricoles. Pour exemple, sur les 2500 agriculteurs, le POSEI, c'est-à-dire c'est l'aide au revenu, l'aide que l'Europe accorde pour soutenir le revenu des agriculteurs. Ce POSEI n'est accessible qu'à 600 agriculteurs sur 2500. L'aide du FEADER, avec les mesures que nous connaissons, qui ne sont pas adaptées à la plupart de nos agriculteurs, est servie à une minorité d'agriculteurs. Alors, si nous voulons ce que nous disons, quand je dis nous, parce que l'État nous parle de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, pour y aller, il faut réformer, il faut réviser, il faut avoir le courage de remettre en cause des mesures qui existent là pour réorienter le soutien public à l'agriculture et faire en sorte que ceux qui sont dans des systèmes de production qui ne correspondent pas à ce qu'on retrouve globalement, ce qu'on appelle le système dominant, quoi, si vous voulez, que ceux-là aussi soient aidés. Et c'est le travail que nous faisons à la CTM. C'est pour cela que nous plaidons et c'est pour cela que nous n'allons jamais cesser d'intervenir auprès des autorités publiques nationales et européennes pour que les choses puissent évoluer dans l'intérêt d'une plus grande majorité, de telle sorte que nous démocratisions. Il faut démocratiser la manière d'aider les agriculteurs et il faut aller vers ce que l'Europe elle-même appelle le verdissement. Et c'est pour ça que nous soutenons que les systèmes agroécologiques doivent supplanter la monoculture.
Voilà. Évidemment, on vous a entendu presque dire aussi que la banane, la canne subventionnée, et que les secteurs de diversification dont on parle tant ne sont pas si aidés que cela. C'est un fait. Nous parlons de fait. Nous parlons de fait. Les chiffres sont là pour le prouver. Sur le soutien qu'obtient l'agriculture pour son développement, 80%, c'est pour la banane et la canne. C'est un fait. Même plus de 80%. Nous n'avons pas inventé ces chiffres. Ce sont des données. Il faut tenir compte de ça et ne pas se voiler la face. Et il faudrait que nous puissions obtenir qu'il y ait une réorientation, un rééquilibrage pour que d'autres agriculteurs trouvent les moyens de soutenir leur projet de développement. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour parvenir à cette souveraineté alimentaire dont on parle tant aujourd'hui. Il y a certainement beaucoup de progrès à faire, mais avec ceux qui sont là, si on leur donne le sentiment vraiment de les considérer, on peut augmenter la production simplement avec ce sentiment d'être pris en compte dans ses difficultés, dans ses besoins, et ça peut permettre avec ceux qui sont là déjà, et puis installer, évidemment, dans des conditions convenables, les jeunes qui souhaitent s'impliquer dans la production, parce que s'ils n'ont pas des conditions, un environnement favorable, ben ils vont pas réussir, et demain on va le leur reprocher. Il faut mettre en place ces conditions favorables à leur installation pour qu'ils réussissent. Ceux qui sont en activité et ceux qui veulent s'installer peuvent réussir pour la production, pour orienter vers le marché local mieux qu'actuellement. Vous avez beaucoup parlé de ce changement, la manière dont on mangeait il y a 20 ans, 30 ans, et aujourd'hui, autrement dit, il faudrait peut-être créer une culture alimentaire pour initier les jeunes à aussi manger des produits locaux, consommer davantage. Notre culture culinaire est là. Elle n'est pas loin. Elle demande simplement à pouvoir s'exprimer. Et pour qu'elle s'exprime, il faut trouver des produits à bon prix sur le marché interne. Alors, il y a eu plusieurs interventions. Monsieur Jean-Pierre Bastier, vous êtes inspecteur général de l'agriculture. Que peut-on retenir de ce colloque et de toutes ces interventions cet après-midi ici? Bon, je suis très très satisfait puisque je suis un petit peu à l'initiative de ce moment, là, de ce moment de partage avec ceux qui étaient présents et ceux qui étaient aussi en visio, parce que ça aura permis de montrer qu'il n'y a pas de fatalité et que l'on peut, moyennant une stratégie, avoir un chemin de développement pour des agricultures qui jusqu'à maintenant étaient sur le bord de la route. Voilà, donc on a recueilli beaucoup d'informations. Ce qui est en train de mettre en place la collectivité de Martinique est vraiment très très intéressant, ça méritera d'être suivi. Mais c'est un enjeu économique bien sûr, mais c'est aussi un enjeu social, je pense très très important pour ces territoires ultramarins, culturel. Parce que s'il disparaît tout ce savoir-faire d'agriculture traditionnelle, je pense que ce sera aussi une catastrophe dans l'identité de ces territoires. Donc c'est un moment important. Donc maintenant, comment on va le traduire en action? Là, on va être tributaire des décideurs politiques au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Mais on continuera à être un aiguillon. Il faut question aussi des revenus de ces agriculteurs où il serait grand temps qu'ils puissent vivre décemment de leur travail. On a parlé de modèle là, mais pour que le modèle soit transmissible, il faut qu'il soit économiquement viable. Or, tout agriculteur d'Europe aujourd'hui qui a la tête hors d'eau, il le doit en grande partie et des fois en très grande partie grâce aux aides européennes. Or, là, on a démontré que plus de 50% des producteurs ultramarins n'avaient aucune aide européenne, aucune aide. Alors, ils peuvent être vertueux, ils peuvent aller vers la transition écologique s'ils sont pas accompagnés, et pas que financièrement, mais être conseillés, soutenus, formés et aidés financièrement, ils peuvent pas réussir. C'est un pari de l'impossible. On voit d'ailleurs l'exemple de cet agriculteur de Guadeloupe, il a mis des années pour mais bien sûr. commence tout juste à se bien retrouver. Sûr, au bout de 6 ans, il arrive à avoir la tête
Tordeau. Donc là, ce qui est proposé par la collectivité Martinique, qui reprend une proposition de l'Académie d'agriculture, et je pense que c'est le cœur de la réunion d'aujourd'hui, c'est mettre en place des contrats de transition agroécologique. Et c'est pas un chèque en blanc, c'est pas du tout cela. C'est faire un diagnostic de l'exploitation en point zéro avec les organismes de la recherche, du développement, etc., avec l'agriculteur, faire un point zéro, se fixer des objectifs à 5 ans, vraiment de transition écologique et économique, qu'économiquement, il gagne mieux sa vie dans 5 ans qu'aujourd'hui. Et pour réussir ces étapes-là, on s'engage, la puissance publique s'engage chaque année à aider financièrement, techniquement, cet agriculteur pendant 5 ans. Donc l'agriculteur a une lisibilité. Sur 5 ans, il sait qu'il peut compter là-dessus. Il a des objectifs à atteindre. Et si on atteint, il sera renouvelé pour 5 ans de plus. Et s'il ne les atteint pas, c'est une remise en cause de ce contrat. Donc ce contrat de transition agroécologique qu'on appelle de nos voeux à l'Académie d'agriculture, que la collectivité de Martinique veut mettre en place, que la collectivité de Polynésie veut mettre en place, et en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, je pense que c'est vraiment le sujet qu'il faudra suivre de très près dans les jours et les mois à venir. Dernière question que dit le représentant de l'Académie, que vous avez appris beaucoup cet après-midi sur l'agriculture des Outre-mer à travers ces interventions. Oui. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé une très belle après-midi. Il s'est dit vraiment c'est un petit trésor. Hein, c'est assez rare qu'il y ait un condensé à ce point sur les agricultures ultramarines. C'était vraiment un moment de grand bonheur et de partage pour moi. Avec tout le travail que fait l'INRA et le CIRAD certainement, mais globalement renforcer l'action référence technique. Et nous, à la CTM, nous avons un centre technique que nous voulons consolider pour pouvoir travailler sur les références technico-économiques pour l'agroécologie, parce que les agriculteurs n'ont pas à expérimenter eux-mêmes, ils doivent pouvoir gagner leur vie avec les résultats de l'expérimentation. Et pour ça, nous allons donc adapter notre service et le renforcer. Nous allons changer son statut juridique. Il nous faut soutenir la transition agroécologique par le conseil et le transfert permanent. Nous avons un système de conseil et de transfert qui, là non plus, n'est pas adapté. C'est un système d'appel à projet qui ne permet pas d'assurer la permanence du conseil pour accompagner les agriculteurs, notamment ceux qui sont qui veulent aller vers l'agroécologie, notamment ceux qui sont sur les petites surfaces. Et nous devons pouvoir améliorer le système de transfert, notamment des coopératives agricoles, de la Chambre d'agriculture, et puis intégrer, ça a été dit par Harry tout à l'heure, parce que les Caribéens ont les mêmes soucis que nous, et nous devons travailler avec eux, notamment à travers le projet Cambionette. Nous devons savoir sur qui compter. C'est pour cela que nous allons engager un travail de recensement des exploitations, parce que notre proposition, c'est de développer en tablant, en s'appuyant sur le potentiel inexploité. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas la capacité d'exploiter la totalité de leur potentiel de production, qui par exemple ont 8 hectares, mais ne vont cultiver que 3. Ils ont 5 hectares, mais ils ne vont cultiver qu'1 hectare. Ils ont la capacité technique de produire. Par contre, parfois, il manque de la main-d'œuvre, il manque de l'investissement, il manque de la trésorerie, il manque le chemin d'accès, il manque la trace d'exploitation, etc. Donc, nous allons développer des diagnostics individualisés d'optimisation du potentiel de production de chaque exploitation. 300 sur 3 ans pour arriver à 900 exploitations pour lesquelles nous allons recenser le potentiel de production. Et ça devrait nous permettre, dans le cadre de la prochaine programmation des fonds FEADER, de cibler les actions effectuées exploitation par exploitation et non pas être un peu plus offensif dans notre manière de gérer le FEADER, non pas attendre que l'agriculteur se présente et dise « j'ai besoin de tel ou tel investissement », mais qu'au préalable, qu'on travaille avec lui sur les investissements nécessaires pour développer son exploitation et que la direction des fonds européens puisse tenir compte de ces
DOPP, de ces diagnostics, pour pouvoir recevoir les agriculteurs qui viennent pour demander des fonds à l'investissement. À côté des agriculteurs, évidemment, il y a les filières, notamment des coopératives, avec lesquelles nous allons élaborer des plans stratégiques pour l'autonomie alimentaire. Les filières vont pouvoir nous dire quelles sont les opérations nécessaires pour atteindre un objectif qu'on va conventionner, contractualiser avec elles, faire en sorte que la collectivité de Martinique ne fonctionne plus en guichet, mais que la collectivité fonctionne en objectif de développement. Le guichet, chacun vient, on demande une somme, on ne sait même pas comment ça s'imbrique avec l'autre qui est à côté. Eh bien non, on va faire des plans d'action stratégiques qui vont nous permettre de définir filière par filière le besoin qui devra être couvert, notamment par l'investissement du FEADER. Tout à l'heure, là, il était question de marchés de proximité. Il y a des marchés de proximité qui existent en Martinique, des marchés de producteurs qui méritent d'être organisés, qui méritent d'être structurés. Nous allons mettre des marchés de producteurs d'intérêt territorial, des mines, comme vous voulez, pas des mines, c'est bien plus grand que ce qu'on veut faire. Mais il s'agit d'organiser la commercialisation de cette production que décrivait M. Soubriens, de cette multitude de produits qu'une coopérative classique a du mal. Il faut bien comprendre ça. Je sais que l'orientation officielle, c'est de dire aux agriculteurs de se constituer en OP, mais si ça ne fonctionne pas pour la plupart des agriculteurs, c'est parce qu'il y a un véritable problème pour eux d'y adhérer. Et je serais président, directeur de coopérative, j'aurais du mal à accepter un agriculteur qui vient avec 10 produits en petite quantité. Les coopératives sont faites pour la monoculture, qui livrent dans les GMS de manière très classique. Là, nous sortons d'une agriculture classique et il nous faut pouvoir offrir aux agriculteurs la possibilité de commercialiser de manière organisée la production, la multitude de productions. Et ça devrait aussi permettre de recouper cette multitude pour répondre au marché des collectivités, répondre aux appels d'offres, etc. Donc, des marchés d'intérêt territorial. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.